Je sais que vous enregistrez mes lives, je sais que vous les mettez sur YouTube, hein. Je sais même pas qui fait ça d'ailleurs. J'espère que ça vous rapporte un peu. Ça permet d'amplifier le message, donc je vais pas me plaindre. Mais vraiment, monsieur Mike Joktan, si vous voyez ce message, recevez mes salutations. Recevez mes salutations les plus sincères. Qu'un homme politique a demandé de manière formelle, après le coup d'État, populaire. Vous, monsieur Mike Joktan, vous avez dit ceci. Militaire, vous avez pris le pouvoir pour stopper un coup d'État électoral. Mais en réalité, vous n'avez pas à prendre le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est le peuple qui le détient. Qu'est-ce que vous devez faire? Donnez-nous les vrais résultats et accompagnez dans votre mission républicaine celui qui a effectivement gagné. C'est aussi simple que ça. Et quelques temps après, M. Mike Joktan va faire la mission que vous connaissez. Où malheureusement, ils vont être interpellés à la frontière avec M. Terence Tiembou Mutsona. Et là, effectivement, il connaît la prison, il est désavoué par leur leader, parce que le problème, c'est que lorsque Mike Joktan se défend, en tout cas fait cette sortie, il est soutien d'Albert Andosa. Il est soutien d'Albert Andosa. C'est ça, quand on parle de l'opposition gabonaise, quand on parle de l'opposition, c'est aussi ça souvent le drame, on reviendra là-dessus. Le drame, c'est qu'on n'a pas de leader qui assume les choses. On n'a pas de leader qui assume, on n'a pas de leader protecteur qui dit « oui, c'est moi ». Il y a eu quelque chose, oui, c'est moi. Non, non, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des gens, souvent, dès qu'il y a une situation, ils ne connaissent plus. Dès qu'il y a une situation, ils ne connaissent plus. Ils n'assument pas. Voici, alors que tout le monde nous sert le roman selon lequel le coup d'État a été salué par tout le monde, le coup d'État a fait l'unanimité. Voici un monsieur, pour l'histoire, qu'on appelle Mike Joktan, qui a dit ceci. Nous appelons à la proclamation des résultats. Oui, c'est bien ça. Et il était le directeur de campagne d'Alternance 2023. Donc, d'Albert Andosa, de la plateforme qui a porté Albert Andosa. Mike Joktan a pris position dès le lendemain du coup d'État. Et il a dit, nous appelons à la proclamation des résultats. Donc, la légende selon laquelle tout le monde était dans l'euphorie, toute la classe politique a accompagné cette histoire-là, c'est faux. Voici, vous avez entendu Mike Joktan, ici, qui a pris position. Directeur de campagne d'Albert Andosa. Il a pris position. Il a dit aux militaires, vous avez fait le coup d'État, c'est bien. Mais ce coup d'État ne peut pas déboucher sur la prise de pouvoir, l'installation au pouvoir des militaires. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu une élection. Si vous dites qu'Ali Bongo n'a pas gagné, proclamez les résultats, les vrais résultats. Vous voyez, Mike Joktan là ne dit même pas, proclamer Andosa vainqueur. Il dit non. Mike Joktan dit ceci. Proclamer les résultats de la présidentielle. Qui a gagné? Vous, militaires, vous avez estimé que ce n'était pas Ali Bongo, d'accord. Mais qui a gagné? Reprenons les résultats, le processus électoral, et donnez le pouvoir à celui qui a gagné, parce que c'est lui qui a la légitimité populaire. C'est lui qui pourra gouverner le Gabon au nom du peuple gabonais. Et pas autrement, parce que sur ce coup-là, Mike Joktan est un monsieur. Et je tiens à le saluer ici. Mike Joktan est un monsieur. Un grand leader politique sur ce coup-là. Alors que tous les autres étaient déjà en train de traverser, Oligui tu es génial, Oligui tu es ceci,
Mike Joktan a dit ceci. Nous appelons à la proclamation des résultats de la présidentielle. Il y avait encore les urnes. On pouvait recompter les voix. Bon, j'avoue quand même que quand on y repense, imaginez qu'on rencontre les voix et puis Ali Bongo a gagné. Ça aurait été génial quand même. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Et derrière, effectivement, on a un Albert Andossa qui appuie la situation. Mike Joktan se rend en Guinée équatoriale avec M. Terence Diembou Moutsona, il a arrêté en chemin. Et là, patatras. On a Mike Joktan qui est en prison, le pauvre. Donc, et puis, patatras, là, tout le monde se tait. Il n'y a plus de révolution de palais, il n'y a plus rien. Paf! On arrive maintenant dans une histoire, les Gabonais doivent se parler, les Gabonais doivent se mettre ensemble. Et là, on a un Albert Andossa, qu'il le veuille ou non, hein, c'est pas moi, c'est l'histoire. C'est pas moi qui lui dis d'aller à Oyem avec Oligui, c'est pas moi qui lui dis d'aller là-bas. C'est pas moi qui lui dis d'aller à Oyem avec Oligui. Hein. Moi, je lui ai pas demandé de le faire. Et on le voit qui accompagne Oligui Nguema à Oyem. On le voit. Alors que quand même, il ne faut pas oublier, sa plateforme exigeait quand même que les vrais résultats soient proclamés. Alors que son porte-parole avait été arrêté. Oui, Mike Joktan a été arrêté. La première arrestation politique post-coup d'État. Le premier prisonnier politique post-coup d'État, c'est Mike Joktan. Moi, je lui rends hommage ce soir. Monsieur Mike Joktan, je vous rends hommage. Parce que vous avez eu ce courage de dire aux militaires, vous avez fait un coup d'État. Ce n'est pas pour garder le pouvoir. On était dans un processus électoral. Reprenons le processus. Donnez-nous la vérité des yeux. Il n'a même pas dit mettez Andossa au pouvoir. Bien qu'étant porte-parole d'Albert Andossa, il a dit reprenez le processus électoral. Oui, hommage à Mike. Salutations à toi, Mike Joktan. Salutations. Donc, l'idée selon laquelle tout le monde était content, non, il y avait des gens lucides. Il y avait des Gabonais lucides. Et parmi ces Gabonais lucides, là, il y avait Mike Joktan qui a dit aux militaires clairement, reprenez le processus de décompte des voix. Les Gabonais ont voté, les urnes ont parlé. Donnez les résultats des urnes. Il est parti à Oyem. Il s'est fait arrêter. Avec M. Terence Diembou Moutsona. Tout d'un coup, M. Albert Andossa, qui avait parlé de révolution du palais. Parce que quand Mike Joktan prend, je continue à parler de Mike Joktan, quand Mike Joktan fait cette sortie, quand il se bat, en réalité, il est directeur de campagne de qui? Albert Andossa. Voilà un exemple. Quand je dis, on va vraiment aller dans le vif du sujet tout à l'heure. C'est-à-dire que, comment vous voulez dans ce pays qu'il y ait vraiment une alternative, qu'il y ait une opposition forte, qu'il y ait des opposants forts? Mais un opposant, c'est d'abord celui qui prend sa responsabilité, qui protège les siens. Heureusement qu'on est au Gabon. Imaginez un seul instant que lors de son voyage, Mike Joktan disparaissait. Imaginez un seul instant. Enfin, petit scénario catastrophe. Mais il aurait disparu, pourquoi? Parce qu'il avait demandé la vérité des urnes. La vérité des urnes qui aurait profité à qui? Si j'en crois Albert Andossa lui-même. Si j'en crois Albert Andossa lui-même. Ça lui aurait profité à lui. Puisque c'est lui qui revendique la victoire. Donc, tu te revendiques avoir gagné dans les urnes, Albert Andossa. Tu as ton directeur de campagne, Mike Joktan, qui prend position fermement, qui dit aux militaires, vous avez fait le coup d'État, mais vous n'avez pas à exercer le pouvoir. Parce que
Le pouvoir, c'est le peuple qui le détient et le peuple a voté. Donnez le résultat des urnes. Celui qui a été élu, c'est lui qui gouvernera. Et vous, vous jouerez votre rôle, celui de le protéger et de protéger la République. C'est ça votre travail. Il a pris position ouvertement, publiquement. Alors qu'on était dans la fièvre libératrice. Donc c'est déjà pour démentir ce roman qui voudrait que aucun Gabonais n'ait rien dit. Il y a des gens qui ont parlé. Et Mike Joktan s'est dressé. Mike Joktan s'est dressé. Mike Joktan s'est dressé. Il a dit, comptons les voix, donnons le résultat des urnes. Il y a eu une élection, qui a gagné? Et c'est exclu qu'Oligui devienne président, puisqu'Oligui n'est pas candidat. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de l'action, du geste posé par Mike Joktan. Si on suit le geste posé par Mike Joktan, effectivement, Brice Clotaire Oligui Nguema ne pouvait pas se maintenir au pouvoir. Parce qu'il a fait un coup d'État, très bien. Mais il n'est pas candidat, il n'est pas dans le processus. Qu'est-ce qu'on fait? Il se met de côté, on fait le décompte des voix. Celui qui a gagné, on le remet. On le met au pouvoir, on lui remet son pouvoir. Bon, si c'était Ali Bongo aussi, là, ça allait être chaud parce qu'il militait pour présenter des excuses. Voilà. Après le coup d'État, dès le lendemain du coup d'État, il y avait des acteurs politiques qui se sont dressés contre la forfaiture. Et Mike Joktan en fait partie. Mike Joktan est cette personne-là. Mike Joktan est cette personne qui a dit il faut que les urnes parlent. Pas les fusils, les urnes. On n'arrive pas au pouvoir au Gabon par les armes. On doit arriver par les urnes. Félicitations à vous, Mike Joktan. Monsieur Mike Joktan. Monsieur Mike Joktan. J'espère qu'on vous enverra ce live. Je vous rends hommage parce que j'ai essayé de regarder quand j'ai pensé à ce sujet-là. Je n'ai pas vu quelqu'un, même quand il est sorti de prison, je n'ai pas vu quelqu'un rendre hommage publiquement à Mike Joktan. En disant, Monsieur Joktan, vous avez une décision courageuse au lendemain d'un coup d'État mené par la garde républicaine. Vous, Mike Joktan, vous avez eu le courage de dire aux militaires, vous n'avez pas vocation à gouverner ce pays. Il y a une situation qui vous a fait intervenir, très bien. Mais, rendez le pouvoir aux civils. Tout de suite. Il n'y a pas de transition, de non, 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 non. On est dans un processus électoral. On reprend le processus, vous donnez le résultat des urnes et celui qui a été élu et proclamé élu, vous militaires, vous assurez sa protection ainsi que celle de la République et de tous les habitants du Gabon. C'est ça votre travail. Mike Joktan. Mike Joktan. Et il a pris son courage à deux mains. Il s'est fait le commis voyageur de cette cause, qui est la restitution du pouvoir aux civils. Voilà des hommes. Voilà quelqu'un, voilà un geste courageux. Vous imaginez, vous, au lendemain du coup d'État au Gabon, les militaires sont partout, quelqu'un se dresse pour demander la vérité des urnes. Vous imaginez ce que ça demande de courage? Mike Joktan l'a fait. Directeur de campagne d'alternance 2023, donc d'Albert Ondrosa. À l'étranger, il y avait une personnalité politique de premier plan qui avait pris fait et cause pour cette vision. C'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Qui a clairement appelé, son tweet est encore disponible, hein, qui a clairement appelé
que les résultats des urnes soient donnés. Qui a dit que l'armée n'a pas vocation à prendre le pouvoir au Gabon? Et c'est vrai. Les militaires n'étaient pas candidats, ils n'étaient pas candidats. Ils ont estimé que le processus était biaisé. Ils ont estimé que les résultats étaient tronqués. Pas les résultats n'étaient pas les vrais. Très bien, ils ont arrêté les faux résultats. Mais quels sont les vrais résultats? Mike Joktan a pris son courage. Il l'a dénoncé. Il a pris son courage. Il s'est fait le commis voyageur de cette cause nationale. Il a été arrêté. Mais c'est normal, grand Aimé Victor, c'est normal. C'est normal qu'il ait fini par le faire. Parce qu'au final, quand il a été arrêté, il a passé du temps en prison, la prison d'Oyem. Qu'est-ce qui s'est passé après? La personne pour qui, parce qu'il était dans un camp, il était directeur de campagne d'Alternance 2023, leur leader a fait quoi? Leur leader a fait quoi? Il allait se promener avec Olivier Oyem, non? Voilà, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Je vous fais écouter le discours d'Oyem. Leur leader les a niés. Je suis désolé. Albert Ondorosa n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas pris ses responsabilités de chef. Il les a niés. Il les a niés. Il a manqué de courage à ce moment-là. Alors que Mike Joktan avait mis sa vie en danger. Parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Un processus comme celui-là. Coup d'État au Gabon, la garde républicaine prend le pouvoir. Il y a des chars partout, il y a des militaires partout. Couvre-feu. Mike Joktan sort. Il dit, on doit proclamer la vérité des urnes. C'est incroyable. Vous imaginez le courage? Vous imaginez le courage? À ce moment-là, combien de Gabonais pouvaient avoir le courage que Mike Joktan a eu? Donnez-moi les noms en commentaire, s'il vous plaît. Combien de Gabonais pouvaient avoir le courage que Mike Joktan a eu? Mais il l'a eu. On était au Gabon. Ce n'est pas les histoires que moi je faisais. Là, tu vas sur des plateaux, tu dis au Ligib. Non, 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 tu es loin. Mike Joktan sur place. Il a dit non, 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 non. Les militaires ne peuvent s'installer au pouvoir de cette façon. Ils ont fait un coup d'État parce qu'ils ont estimé que les résultats étaient tronqués. Qu'ils nous donnent les vrais résultats. Que le vrai président choisi par les Gabonais soit installé, que l'armée fasse son travail. Protéger le président et la nation. Mike Joktan l'a fait. Aujourd'hui, Albert Ondorosa a dit qu'il a gagné. J'ai gagné. Président élu, président élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'est battu dès le lendemain du coup d'État, publiquement, pour que toi, tu deviennes président, tu l'as abandonné. Voilà l'opposition que nous avons. C'est pas moi, c'est l'histoire. On dit chaque fois qu'on j'ai quand on entend ça. C'est un monsieur, Dieu sait que j'admire ce monsieur, que j'ai admiré ce monsieur. Qui était d'ailleurs qui était mon ministre quand j'étais étudiant à l'UOB. Qui était mon ministre. On ne vient pas à l'université pour manger. Ah la vie. Non, sérieusement. Mike Joktan a pris son courage à deux mains. Dans un pays où l'armée a pris le pouvoir. Couvre-feu, militaire partout. Il a dit non. Il faut reprendre le décompte des voix. Il avait dit ça, je te fais réécouter. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de l'opposition que nous avons un peu. Il faut qu'on parle de l'opposition que nous avons. Parce que si ça ne marche pas au Gabon,
en grande partie, c'est parce que nous avons une opposition qui ne vaut pas grand-chose. Nous avons une opposition qui ne vaut pas grand-chose. Je vais vous faire écouter Mike Joktan. Je vais vous faire écouter. C'est une minute. La réaction qui est la mienne, c'est celle alternance consensuelle. La réaction qui est la mienne, c'est... Je vais vous faire écouter Mike Joktan parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas écouté. Je vous fais écouter Mike Joktan. C'est le groupe Alternance 23 et du candidat consensuel. Premièrement, il y a eu l'annonce des faux résultats par le président du CGE qui n'avait pas d'autre objectif que d'aider Ali Bongo à se maintenir au pouvoir. En réaction à cela, l'armée des forces de l'ordre de sécurité qui, elles, sont au fait des vrais résultats, ont réagi tels que nous le savons. Et donc, aujourd'hui, nous les félicitons pour cet acte patriotique, mais nous pensons qu'il est bon que le processus de consolidation des résultats se poursuive et que le vainqueur de cette élection soit proclamé et puisse effectivement, parce qu'il possède la légitimité populaire, la légitimité du vote, puisse légitimement diriger le Gabon. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Mais déjà, c'est important que vous notiez. Voilà. Donc j'ai fait repasser la déclaration de Mike Joktan pour que les gens comprennent que dès le lendemain du coup d'État, il y a des Gabonais qui se sont dressés. Mike Joktan, vous l'avez entendu tous. Il a dit très bien, le coup d'État c'est bien. Mais il faut reprendre le processus électoral. Il faut que l'armée installe celui qui a été élu par les Gabonais, celui que les Gabonais ont choisi. Ah ben si. Celui que les Gabonais ont choisi. Nous appelons à la proclamation des résultats de la présidentielle. Coup d'État, oui. Parce que vous estimez que celui qui a été déclaré vainqueur, donc Ali Bongo, n'est pas le bon. Mais vous ne devez pas garder le pouvoir pour vous. Puisque le peuple a fait son choix. Quel a été le choix du peuple? Nous voulons savoir. Et Amir Ndosa qui dit qu'il était le choix du peuple. Très bien. Mais Mike Joktan s'est battu. Il a pris position. Avec tous les risques que ça comporte. Le lendemain d'un coup d'État, l'armée est partout. Toi, tu te dresses, tu vis au Gabon. Mike Joktan vit au Gabon. Tu te dresses, tu dis non. Il faut proclamer les résultats. On aurait pu l'enlever. On aurait pu faire plein de choses. Parce que quand les militaires sont au pouvoir, ce sont toujours des dingueries. Quels qu'ils soient, les militaires, c'est jamais bon. Toute personne qui vous dira qu'il aime les gouvernements militaires, soit c'est un tordu, soit c'est un tordu. Voilà. Les militaires, ce n'est jamais bon. Quand des militaires gouvernent un pays, il n'en sort jamais rien de bon. En tout cas, l'exercice même du pouvoir n'est jamais bon. J'ai rarement vu un pays dirigé par des militaires et puis ça s'est bien passé. Et quand il prend cette position, quand il devient le commis voyageur d'alternance 2023, de l'alternance, plus seulement d'alternance 2023, de l'alternance au Gabon, il est arrêté avec M. Terence Niembou Moutsona. Mais on aurait pu les faire disparaître. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. C'est-à-dire que M. Mike Joktan a fait preuve d'un courage que très peu de Gabonais ont. À ce moment-là, qui pouvait dire que tu peux sortir de ce pays et revenir sans risque? Qui pouvait le dire?
Qui pouvait le dire? Dites-moi un peu, je vous pose la question. Qui pouvait le dire? Est-ce que c'était pas un acte de courage? Après un coup d'État, alors que le pays est sous couvre-feu. Mike Johnson l'a fait. Il est parti. Il est parti. Il s'est fait interpeller. Il a fait de la prison. Quelle a été l'attitude du leader, de celui qui réclame la victoire? Donc Mike Johnson a appelé la proclamation des résultats au fait que les militaires ne gardent pas le pouvoir. Albert Andosa dit que c'est lui qui a gagné. Très bien. Mais pourquoi tu n'as pas soutenu de manière ferme et formelle ton directeur de cabinet? Pourquoi? 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 Why? Comme qui dirait. Mieux, ça se retrouve à OIM. Je vous fais écouter ce discours d'OIM qui est devenu célèbre. Le neveu, l'oncle et le gibier. Hein, Ali Bongo était devenu au passage un gibier. Hein, comme quoi les temps changent. Comme quoi les temps changent, la nature humaine. Monsieur, je suis venu aussi avec un nom ennemi. Monsieur Onosa, ici présent. Attendez, je vais vous le montrer. Attends, est-ce qu'il le montre? Alors, la petite histoire, j'aime bien les histoires. Non, sinon on va me signaler au live encore. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'oncle est animé avec ses amis de la violence de une fois, il chasse, il met des filets. Et au final, le gibier s'échappe du filet. Et le gibier est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rend pas compte et sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gibier. Lui aussi se met à la course de ce gibier. Il prend son arme et il tue le gibier. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gibier, c'est ma victoire. Et là je dis, mais non, c'est votre gibier. Avec quoi l'avez-vous tué? Avec la parole, avec la politique, avec la tchatche. J'ai dit, mon oncle, le même gibier, avec la parole, André Bourba l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le tuer. Ping l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le tuer. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le tuer. Laissez-moi apporter le gibier au village, et puis après, on va se partager. Et voilà comment le gibier arrive au village, et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté, il faut s'aimer. Voilà, donc vous avez entendu Brice Clotaire Oligingema à OIM. Vous l'avez entendu à OIM au mois de décembre, le 22 décembre 2023. Vous l'avez entendu. Il dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon aîné Albert Andosa, qui est à la tribune d'OIM, qui se lève, qui salue, il est tout content. Ça se passe bien, la vie est nickel, la vie est belle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors qu'on part quand même d'une situation où lui-même, il avait parlé de révolution de palais. Son représentant, son directeur de campagne, Mike Johnson,
avait demandé clairement, mais alors là, clairement, de la manière la plus claire, que le processus électoral reprenne et que le pouvoir soit rendu aux civils. Parce qu'au final, celui qui a gagné et celui qui doit exercer, et pas quelqu'un d'autre. Et que si on suit le raisonnement de Mike Joktan, mais il avait le meilleur raisonnement qui soit. Parce qu'il a dit quoi? Mike Joktan a dit quoi? Il a dit, celui qui doit diriger le Gabon, c'est celui qui a pris part aux élections. C'est celui qui a été élu. Je vous le dis, à ce moment-là, il n'y a pas plus républicain que Mike Joktan. Il n'y a pas plus républicain que lui. Il n'y a pas plus républicain que lui. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas plus républicain que Mike Joktan. Parce qu'il dit les choses clairement. Il dit, les militaires ont fait le coup d'État parce qu'ils ont dit qu'il y avait fraude. Mais il y a eu un vote. Que dit le vote? Lui, il est parti. Il s'est retrouvé en prison. Son patron, enfin, le leader qu'il défendait, lui, s'est retrouvé à OIM avec la personne qu'il a fait arrêter. Voilà de quoi nous parlons. Voilà de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas d'autre chose. Et donc, ils se sont retrouvés là tous, à OIM, oh c'était bien, derrière le général. Mais quand vous allez à OIM avec ce type-là, ce monsieur qu'on appelle Oligui, vous ne pouvez pas ne pas savoir que vous renforcez sa légitimité politique. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Alors que vos partisans, deux de vos partisans ont été enlevés, vous allez, monsieur Albert Andos, vous allez tranquillement, à OIM, avec celui qui a arrêté vos partisans, qui les a mis en prison. Parce qu'il aurait pu, on les a arrêtés, ok, d'accord, ils allaient où? Ah, ils allaient en balade, ok, bon, c'est bon, allez, libérez-les. Pourquoi malgré tout, Mike Joktan a été jeté en prison? Et finalement, il y a eu un non-lieu. Voilà de quoi nous parlons. 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 Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ce qui nous emmène à nous poser la question, là je vais ouvrir le débat. Omar Bongo disait, vous savez, l'opposition, quand on lui avait demandé une fois, Monsieur le Président, et l'opposition dans votre pays? Omar Bongo répond, l'opposition gabonaise, vous savez, elle s'oppose. Elle s'oppose à tout, mais surtout à elle-même. Est-ce que là, quand vous regardez le changement de son positionnement politique, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a comme un problème? Parce qu'on parle bien du même Albert Andossa qui avait dit, si le président m'appelle 100 fois, eh bien 100 fois je viendrai. Moi je ne sais pas, vous avez compté, est-ce que ça fait déjà 100 fois? Je vais vous faire écouter.
Je vais vous faire écouter. Pas qu'on dise Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a deux forces en présence. Oligui Nguema qui représente, et qui l'a dit mieux, Albert Ondossa compte sur le peuple gabonais, à qui il a présenté un projet, un programme, auquel la population a adhéré. Alors, je ne fais pas dans la compromission. Je peux faire des concessions, des compromis. Lorsque le chef de l'État, le président de la transition m'appelle, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Et je lui ai répété que si vous m'appellerez 100 fois je viendrai. Bon, voilà. 100 fois. On t'appelle 100 fois tu viens. Mais pourquoi? Est-ce que ça fait 100 fois? Moi, je sais pas. Vous avez compté, je suis sûr que ça fait pas 100 fois. Pourquoi aujourd'hui cette position, en guillemets, radicale, mais qui, en réalité, Albert Ondossa est revenu sur la ligne de départ. La ligne politique qu'ils avaient au départ. Parce que la ligne politique était simple. En 2023, pas question que les militaires s'installent. En 2023, la vérité des urnes doit être dite. Et que ce n'est pas grave, même si finalement les militaires ne le font pas. Mais qu'est-ce qui vous donne, vous, la certitude, je suis en train de dire le bien-être, le confort, de vous dire, bon, j'ai été volé, je n'arrive pas à obtenir justice, mais je vais faire mieux, je vais aller faire ami-ami avec le voleur. Je vais faire ami-ami avec le voleur. Parce que c'est ça le grand problème, en vrai. Moi, je ne dis pas que s'il avait fait ça en dos, ça serait président aujourd'hui. J'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est qu'en allant à Oyem avec Oligui, en ayant ce genre de discours, si le président m'appelle 100 fois j'irai, ça a renforcé le crédit politique de Brice Oligui Nguema. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que moi, quelqu'un me vole ma chose. Je n'arrive pas à la récupérer. Mais je ne vais pas non plus faire ami-ami avec lui. Tu m'as volé ma chose, je n'ai pas pu la récupérer, d'accord. Mais il n'est pas dit maintenant que je vais aller faire ami-ami avec lui. Mais justement, vous qui dites que ce n'est pas parce que tu rencontres la personne que tu es avec la personne. Maintenant, pourquoi il ne continue pas? Il a dit 100 fois, non? Il a dit on l'appelle 100 fois. Pourquoi aujourd'hui, il ne va plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il est revenu à la ligne de départ. Hein? Mais ce n'est pas Ondossa le sujet. Il est opposant, donc c'est un peu l'opposition. Nous parlons de l'opposition aujourd'hui, l'opposition gabonaise. Et là, je termine avant de donner la parole aux autres, avant d'ouvrir le panel. L'opposition gabonaise a toujours souffert de cela. On n'a jamais pu aller à la fin des choses. On n'a jamais pu se dire dans ce pays, ce qui compte, ce sont les convictions que j'ai défendues. Jusqu'au bout. Et de se dire que, finalement, ce sont des pierres, c'est comme des marches, c'est comme des marches. On pose marche après marche, et la dernière marche nous permettra d'y arriver. Il y a toujours eu dans l'opposition gabonaise, de toute son histoire, chez les opposants gabonais, surtout vers la fin, un renoncement que personne ne comprend. Un renoncement que personne ne comprend. Oh, Mwiti, tourner le dos au leader, ça ne veut rien dire. Parce qu'un vrai leader politique, quand il sait qu'il est dans le vrai, il ne change pas de cap. Il fait ce qui est utile pour le peuple, même quand le peuple n'est pas d'accord. Je te prends un exemple très simple. Je te prends quel Gabonais qui a demandé d'aller voir lui, qu'il faut arrêter les bêtises. Je te prends un exemple très simple. Nelson Mandela. Alors que tout le monde incitait à la guerre civile, avec notamment Lingeta de Mungosoto Botenesi. Lorsqu'il va à Boy Batang, Nelson Mandela, une femme lui remet un mot dans lequel elle dit ceci. Nous ne voulons pas de paix. Arrêtez de nous parler de paix. Nous voulons des armes pour nous défendre. S'il vous plaît, monsieur Mandela, pas de paix. Qu'est-ce que Mandela fait?
Il va à la télévision, il leur dit ceci. Il lit d'abord le mot, il leur dit ceci. Il n'y a qu'une seule voie pour nous, c'est la paix. Et il dit quoi? Je sais que c'est ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais vous m'avez désigné comme votre guide. Et aussi longtemps que je serai votre guide, je vous dirai que vous avez tort. Et là, quand vous avez tort, et là vous avez tort. C'est ça un grand chef. Plus tard, il leur dira, avec l'affaire des Springboks, vous m'avez élu comme président, laissez-moi vous diriger. Mike Johnson ne peut pas avoir pris ces risques-là. On ne peut pas avoir eu cette ligne politique-là. Et aller adouber les militaires, et après revenir dire oui, c'est à cause des Gabonais. Non. Non. Maintenant, quand il revient encore à la ligne du départ, parce que là, Albert Andossa est revenu à la ligne politique initiale, à sa ligne politique initiale, post-coup d'État 2023. On fait comment? Mais Mouti, Mike est où aujourd'hui? Mais évidemment. Parce que même moi, à la place de Mike Joktan, moi, je veux encore continuer autre chose. Lui aussi, il a une vie. Pourquoi vous pensez que sa vie n'a pas de valeur? Et c'est ça le problème du Gabon, des opposants gabonais. Prenons un autre exemple. Et après, je vais vous donner la parole. Nous sommes en 2009. Élection présidentielle, comme vous savez, anticipée, Omar Bongo meurt. Omar Bongo meurt, élection présidentielle. Nous avons 23 candidats. Pendant la campagne, il y a des ralliements à André Mbaobam. Et à l'issue des résultats, le Gabon, c'est un pays génial. Le Gabon, c'est un pays, non, c'est vraiment... Le Gabon, c'est un pays, si on t'explique, non, le Gabon, c'est un pays à part. Élection présidentielle de 2009. Vote. À l'issue des résultats, on a 3 personnes qui revendiquent la victoire. 3 personnes. Vous avez vu ça où? Dans quel pays au monde on a une élection, il y a 3 personnes qui revendiquent la victoire? Je me dis, calme, du calme. On est passé à l'opposition en général. T'inquiète, laisse Andossa, on sait que tu es son fan, il n'y a pas de souci. Nous, on ne fait qu'analyser. Non, mais c'est un truc de fou. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? 3 personnes revendiquent la victoire. Vous avez André Mbobam qui a revendiqué. Vous avez Pierre Mamboundou qui revendique. Et vous avez Ali Bongo qui a revendiqué. Qui a revendiqué plutôt. Bon. Qui a gagné en 2009? Qui a gagné? Parce que même si on dit pour 2009, on dit qu'on enlève Ali Bongo parce qu'on ne l'aime pas. Lui, on ne l'aime pas. Bon, ok, on enlève Ali. Mais en 2009, on remet le pouvoir à qui? Qui a gagné en 2009? L'opposition gabonaise pratique toujours la marmaille. Au Gabon, Voilà, je vous fais écouter ce petit élément. Les résultats de l'élection présidentielle ne devraient être publiés que mercredi, mais déjà, les 3 principaux candidats crient victoire. Par crainte des débordements, la sécurité a été renforcée dans la capitale. Sur place, Jean-Yves Serrand et Loïc Moigne. Front de mer à Libreville, la nouvelle inquiète les Gabonais. Jusqu'alors, on a 3 présidents. En tout cas, 3 candidats devant les 15 autres dans les bureaux de vote. Problème, tous les 3 disent arriver premiers. Pourtant, on doit pouvoir vérifier. Un dépouillement devant un public impitoyable, des procès-verbaux validés par les observateurs des candidats, les partis n'ont plus qu'à faire leur toto. Et dès 22h30, Pierre Mamboundou, l'opposant historique à Omar Bongo, croit enfin son heure arrivée. On pense déjà à l'immensité de la tâche, aux grands défis qu'il faut relever, notamment les défis de la santé, de l'éducation. Tombé Ali Bongo, invisible en tout cas dans la nuit, mais aujourd'hui, Ali est bien debout. Ceux qui se prétendent et se proclament vainqueurs ont des résultats dans des localités bien précises. Nous avons l'avantage
d'avoir des résultats sur tout l'ensemble du territoire. Nous sommes devant, nous sommes vainqueurs. Jamais 203, l'ex-ministre de l'Intérieur, André Baobam, dit également être en tête. Alors, dans l'après-midi, les Rouges dévoilent leur dispositif dit anti-fraude. La mise en ligne de tous les PV sur Internet. Avec leurs premiers résultats, ils portent sur 1/8 des suffrages. Arrive en tête Monsieur Pierre Mambundou avec 44 729 voix, soit 39,15% des suffrages exprimés. En seconde position, Monsieur Bongo Ondimba Aliben, 28,50% des suffrages exprimés. Ali Bongo qui a les mêmes documents, comment peut-il affirmer qu'il a gagné avec les mêmes documents que nous avons nous? Les deux autres feraient également leurs calculs, mais ne nous les ont pas communiqués. Quant à la commission électorale qui doit donner les résultats officiels, elle dit avoir encore besoin de temps. Bon, vous-même vous avez entendu. Vous-même vous avez entendu. Dans quel pays vous avez vu ça? Et jusqu'aujourd'hui, 2009 et aujourd'hui, ça fait combien d'années? 16 ans, je crois. 16 ans, oui, 16 ans. Depuis 16 ans, on n'arrive pas à répondre à la question suivante. Si Ali Bongo n'a pas gagné en 2009, qui a gagné en 2009? Je vous écoute. Et vous verrez que vous aurez les partisans de Baobam qui diront que c'est un mot qui a gagné. Vous verrez que les partisans de Pierre Mambundou diront qu'ils ont gagné. Qui a gagné? Personne ne sait. Toujours dans les jeux, les petits jeux politiques. Et dans ça, malheureusement, il y a des gens qui gâchent leur vie. Il y a des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui détruisent leur famille. Parce qu'ils ont suivi. Parce qu'ils se sont dit, cette personne-là mérite qu'on la soutienne. On va la suivre. Et puis arrivé devant, la personne vous marmaille, la personne vous oublie, la personne vous abandonne. Voilà de quoi nous parlons. Et moi, j'ai envie de poser la question. Je vous donnerai, et là, je vous invite déjà à faire les demandes et à monter. Quelle opposition nous avons au Gabon? Récemment, il y a eu une élection présidentielle, vous savez, avec des résultats absurdes. Une cour constitutionnelle qui s'est permise d'augmenter de 7000 voix, de 7000 inscrits, le nombre d'électeurs, de 7000. Ils ont augmenté de 7000 électeurs comme ça, date nulle part. Zéro recours. On a eu zéro recours. Donc l'élection était tellement géniale que personne n'a déposé le moindre recours. Donc, je vous invite à passer en live. On va commencer la discussion. L'opposition gabonaise, parlons-en. Voilà, je vous invite à passer en live. Voilà. Vous pouvez monter. Charmouti, tous les autres, vous pouvez monter. Non. À un moment donné, il faut être sérieux. À un moment donné, il faut être sérieux. Après, vous allez encore crier la France-Afrique, la France. Nicolas Sarkozy avait demandé, quand justement Sarkozy était arrivé au Gabon, on lui avait, les opposants lui avaient dit, il avait reçu l'opposition, les opposants lui disent oui. C'est vous qui avez installé Ali Bongo au pouvoir. Il a dit non. Je n'ai pas installé Ali Bongo. Vous-même, vous n'êtes pas capable de savoir qui a gagné. Vous contestez Ali, mais entre vous-même, vous n'êtes pas d'accord sur la personne qui a gagné. Et vous venez m'accuser? Ah, Nicolas Sarkozy, c'était comme quelqu'un. Quand il était président, en tout cas. Comme disent les Ivoiriens, Sarkozy, c'est l'homme. Il a dit au Gabonais, arrêtez ça. Vous-même, entre vous, vous n'êtes pas d'accord sur qui a gagné. Et vous venez me rendre responsable, moi, de l'élection d'Ali Bongo ou de son installation au pouvoir. Bref, je donne la parole à ceux qui nous ont rejoints. Salut Nomba, salut Mamacita, salut SW.
Que vaut l'opposition gabonaise? Bon, bien sûr, derrière, en arrière-plan, il y a une petite image hein, qui fait toujours sourire. Oligui a-t-il été élu? Non, en bleu. Tout le monde sait que non, mais en noir. Voilà. C'est la petite blague. Alors, Monsieur Ndomba, Mamacita, déjà à toi la parole, et ensuite on va donner aux autres. Bonsoir à tous. Monsieur Ndomba, allez-y. Hein. Écoutez, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Merci Andrew en tout cas pour offrir cet espace-là d'échange sur la politique dans notre pays. Je pense que c'est utile de tous échanger afin de s'enrichir mutuellement. Pour aller dans le vif du sujet, sur ta question, que vaut l'opposition gabonaise, je dirais que on a des oppositions gabonaises et elles représentent chacune autant de sensibilités qu'on a peut-être de Gabonais. On a des opposants qui ont fait le circuit opposant majorité puis opposition. On a des opposants qui ont fait le circuit majorité pendant 50 ans puis opposition à la fin. Et dans ce mélange-là, finalement, on a aussi des opposants qui ont fait, semble-t-il, toute leur carrière dans l'opposition. Et c'est dans ce mélange-là qu'on retrouve un peu toutes les personnalités politiques. Donc, qu'est-ce qu'elles valent concrètement? Je dirais que elles valent ce que leurs valeurs sont. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être des hommes de valeur, qui restent fidèles à ce qu'ils disent et qui vivent vraiment les valeurs qu'ils défendent. Et puis, il y a d'autres qui ont peut-être un peu moins de valeur et qui se laissent tenter, vont à la mangeoire, comme on dit, au Gabon, vont manger. Et c'est dommage parce que ça tue finalement les convictions politiques dans l'œuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a l'impression de pouvoir s'identifier à quelqu'un, un homme politique, parce que le combat qu'il porte, on le trouve noble, et que cette personne-là a finalement trahi, en fait, on est touché. Et c'est même l'idée de la participation à la vie politique qui est remise en cause. Là, franchement, j'étais personnellement choqué quand j'avais vu Jean-Yves Guénon repartir au PDG. Ça m'avait choqué parce que c'est un homme que je trouvais... lui, il était un classique du régime du Bongo. Mais il faut dire que ses positions, après 2009, étaient plutôt cohérentes. Et c'est quelqu'un pour lequel j'avais, par exemple, beaucoup de considération. Mais quand il est reparti dans le PDG, quand je l'ai vu en meeting en 2023 à Cocotier, en fait, je me suis dit que l'homme, finalement, quelle est la valeur de l'argent qu'on vous donne et des avantages qu'on vous donne si vous êtes réduit à ça, quoi. C'est-à-dire que à se dédire, à venir comme ça, là, en mondovision, comme on dit, dire des choses qui sont totalement opposées à ce que tu disais hier. Et ça, c'est des choses qui touchent le petit peuple et qui tuent les convictions et qui font beaucoup de mal, finalement, à la vie politique gabonaise. Donc, je dirais que l'opposition, elle est diverse. On a peut-être 2 ou 3 exceptions par génération qui ont essayé, qui ont tenu, mais je pense que ceux qui ont vraiment été des opposants un peu radicaux ont toujours été éliminés. Parce qu'en réalité, quand tu es un opposant qui est dangereux, au bout d'un moment, la question de t'éliminer va forcément se poser puisque les régimes en place ont tous pour seul objectif de se maintenir. Et quand il y a un opposant qui donne trop l'impression d'être trop dur sur tes positions, au bout d'un moment, on t'élimine physiquement peut-être. C'est un peu ce que j'avais à dire dans l'introduction sur ce sujet. En tout cas, je te remercie. Je te remercie et je vais t'applaudir parce que bon, on n'est pas avare en notre J'ai une question justement à te poser de manière simple. Selon toi, que vaut l'opposition gabonaise actuellement? Déjà, qui en fait partie selon toi et qu'est-ce qu'elle vaut? Aujourd'hui, ceux qui se présentent comme opposants, on va dire que c'est déjà ceux qui sont opposés à Oligui, on va dire. Politiquement, du coup, ce serait, par exemple, Bilé qui se présente comme opposant. Je ne sais pas si celui qui a l'UDIS, j'oublie son nom là. Lui aussi. Opianga, on va dire qu'il se présente. On va pas déconner quand même, laissez-moi mon parent tranquille. Non, mais il se présente comme opposant puisqu'il semble être opposé
au président. Donc, on va dire que ceux qui représentent l'opposition aujourd'hui, c'est un peu eux. Ce sont ces quelques personnes-là qui veulent incarner l'opposition, mais de façon, à mon avis, peu crédible. Parce que ce sont quand même des fidèles parmi les fidèles de l'ancien régime. Et moi, je ne peux pas croire que quelqu'un qui a servi Ali Bongo pendant 10 ans devienne comme ça miraculeusement un opposant réel. Et je pense même qu'au-delà du terme opposant, pour moi, au Gabon, on parle beaucoup d'opposants parce que depuis le début de l'histoire de notre pays, on n'a que des faussaires à la tête du pays. En réalité, moi, je pourrais plutôt parler de patriotes. C'est-à-dire qu'en réalité, souvent, quand on dit qu'on est opposant, on dit, mais vous vous opposez à quoi? En réalité, on n'est pas dans une vraie opposition parce que ceux qui sont en face ne proposent rien. En réalité, on n'est pas contre le fait que le Gabon s'en sorte. Si l'équipe développait le Gabon, on ne serait pas contre cela. Mais on est contre la forfaiture, on est contre le déni de l'état de droit, on est contre la corruption à outrance. Et on est plutôt patriote qu'opposant. Et finalement, la question qu'il faudrait se poser pour mieux analyser cette opposition-là, c'est de se dire, OK, quels sont les vrais patriotes qu'on a dans le champ politique gabonais, dans l'opposition comme dans la majorité? Quels sont les vrais patriotes? Là, il y en a très peu. Parce que tu ne peux pas hier avoir volé quand tu étais dans la majorité. Parce que tu n'es plus à la mangeoire, tu vas critiquer ceux qui sont encore en place et te présenter comme opposant. Pour moi, c'est ce qui manque ici, c'est plutôt le patriotisme. Et je crois que les vrais opposants sont ceux qui, justement, peuvent avoir du patriotisme. Et, enfin, on a peut-être quelques-uns. On a, par exemple, Luc Bengonsi, qui a plutôt un positionnement qui est cohérent depuis, tout au long de sa vie politique. On a quelques hommes comme ça qui ont eu un positionnement plutôt cohérent, même si ils ne sont pas forcément populaires, au sens où c'est pas ceux qui sont directement présentés ceux qui sont connus du plus grand nombre des Gabonais, mais on a quelques personnalités qui ont des positions un peu solides et qui ont le mérite au moins d'avoir de la constance. Maintenant, pour le reste, je dirais que c'est plus des gens qui sont dans une tactique, dans une stratégie. Pour moi, les Bidi Binze, les Opianga, ce sont des gens qui sont dans une tactique. Ils sont dans une stratégie, il y a un objectif à atteindre, mais qui n'est pas forcément l'intérêt général. Et pour moi, ce ne sont pas des opposants crédibles. Aujourd'hui, c'est pas les gens à qui je m'identifie. Je voudrais peut-être chuter en parlant de du professeur Jean-Rémy Hama, qui me semble, je ne le connais pas personnellement, mais je regarde le combat qu'il a mené et des difficultés qu'il a vécues personnellement et de la constance dont il a fait preuve par la suite. Je me dis que si lui avait voulu aller à la mangeoire, il aurait des possibilités. Et moi, c'est toujours un peu comme ça que j'essaie d'évaluer la crédibilité d'un homme politique, c'est de me dire, OK, est-ce que lui, il a encore des options? Et est-ce qu'au regard de ces options, il fait le choix plutôt du peuple? Parce qu'on a des gens qui semblent faire le choix du peuple, mais en réalité, c'est parce qu'ils n'ont plus l'option. Ils n'ont pas l'option d'être à la mangeoire. Or, je me dis, Jean-Rémy Hama a l'air d'être plutôt constant sur ses positions. Il a toujours eu un combat pour les travailleurs gabonais. Après, il est rentré dans l'arène politique. Mais je dirais que de ce que je sais de lui, il m'a l'air d'être quelqu'un de constant. Et c'est l'une des rares personnalités qui inspire de la sympathie de ma part et de la confiance. Je pense que je ne suis peut-être pas le seul gabonais à penser ça. Franchement, je te remercie. Et on va donner je t'en prie, hein, tu peux rester, ce panel est le tien. Tu peux rester, on va donner la parole à SW. SW, l'opposition gabonaise. Aujourd'hui, c'est le thème. Que vaut-elle réellement? Mais avant toute chose, je te pose une question parce que je sais que tu es très, très, très au fait de l'histoire politique du Gabon. Finalement, l'affaire de 2009, toi, tu en penses quoi? Qui a gagné en 2009? André Maubam. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que la question se pose. Lorsqu'il fait son meeting à Cocotier, il renverse totalement la table lorsqu'il se met à genoux et qu'il demande pardon. Et surtout aidé par sa machine médiatique qu'il avait mise en place à l'élection de 1998, il avait un avantage important, même par rapport à Ali Bongo qui n'avait que Télé Africa. TV+ était la chaîne de télé la plus suivie en République gabonaise. André Maubam était un showman, un stratège politique hors pair,
il avait à cette époque des moyens très importants pour battre campagne. Mamboundou, après 2005, en tout cas pendant ce scrutin, a fait pâle figure, principalement dans le sud du pays, mais l'électorat s'est mobilisé pour André Bobam. Les principales villes du pays, principalement Libreville et le Walendem, ont fait carton plein pour lui. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. S'il y avait réellement une victoire d'Ali Bongo, il n'y aurait pas eu toute la fébrilité qu'on a pu connaître en 2009. Mais ça, c'est mon analyse et mon avis personnel. J'entends que tout le monde ne le partage pas. Pour revenir au... Justement, là, je me permets de te relancer encore dessus. Justement, comment tu expliques donc le fait, toi qui dis qu'André Bobam a gagné, selon toi, comment tu expliques le fait que Pierre Mamboundou aussi a revendiqué la victoire? Forcément... Alors, il aurait dû s'entendre avec Bobam puisque tous les deux étaient au président. Oui, mais... Après le vote, j'entends. C'est-à-dire que le vote ayant eu lieu, ils avaient leur PV, ils auraient pu décider de se mettre ensemble pour mettre en place une nouvelle plateforme post-électorale, justement. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'était en fait, à cette époque, le combat entre deux générations. Pierre Mamboundou a porté le flambeau et le combat face à Omar Bongo. Face à Ali Bongo, il n'avait plus uni les codes, ni forcément le kérosène pour pouvoir mener cette bataille. Et rappelons-nous de l'assaut de l'UPG, des bureaux de l'UPG en 2007-2008, qui fait que de toute façon, il y avait 2006, pardon. Il y avait une animosité importante entre les deux hommes. Et la posture de Pierre Mamboundou ne pouvait pas reconnaître qu'il avait perdu cette élection. Il ne pouvait que la revendiquer au même titre que les autres, à rajouter un peu plus de flou dans cette élection. Et je sais que ça ne va pas être un avis qui va être partagé par le plus grand nombre, mais Pierre Mamboundou, à la fin de sa vie, était déjà en négociation avec le pouvoir. Il a commencé avec Omar Bongo, il a suivi avec Ali Bongo. C'est la mort qui est venue le prendre avant qu'il n'arrive au bout du processus, mais il était déjà en train de transitionner, si on peut dire. Donc, que tu me dises que André Bobam, Ali Bongo, Pierre Mamboundou, les trois se sont déclarés vainqueurs et que donc là on ne peut pas dire qui a réellement gagné cette élection, mais il y a des faits qui sont têtus. Rappelle-toi par exemple du ministre de la coopération, son nom m'échappe là tout de suite, ministre de la coopération française qui se déplace en Guinée équatoriale pour aller faire comprendre à Teodoro Obiangema qu'il devait arrêter de soutenir André Bobam et faire en sorte qu'il soit assez loin de cette élection. Il y avait une dynamique qui avait été mise en place par André Bobam qui aujourd'hui, pour moi en tout cas, fait en sorte qu'il n'y ait même pas de doute sur les résultats de cette élection et sur la capacité qu'il a pu avoir de remporter cette élection. N'oublions pas quand même que à cette élection de 2009, lorsque Omar Bongo décède, il faisait partie des hommes politiques les plus détestés de la République gabonaise à cause de son passage à l'avenue de Cointé, au fait justement qu'il y ait eu l'attaque... Précise s'il te plaît, que l'avenue de Cointé, c'est l'avenue... Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, voilà, du Gabon. Pour ceux qui ne savent pas. Le fait qu'il ait, comme je le disais, attaqué, lancé un assaut sur le QG de Mamboundou et que Mamboundou effrayé aille se réfugier à l'ambassade de l'Afrique du Sud, le fait qu'il ait pris fait et cause pour le pouvoir d'Omar Bongo, par exemple, Marc Onoy Sangui avait été emprisonné lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Donc, il y avait quand même un passif assez important, mais il réussit à changer totalement la donne. Il y a eu un game changer assez important et surtout le dynamisme. Et il y a quelque chose qui est aujourd'hui très peu relevé, mais le travail qui a été mis en place par les communicants de Bobam, dont Franck Guéma, son neveu, a permis d'avoir un travail très important. Sans quoi, Ali Bongo n'allait pas donner l'ordre à la garde républicaine de tirer sur les installations de TV+, pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait moins de lumière sur leur action politique à cette époque.
Ah, toi, tu vas avoir des problèmes avec les gens de Mamboundou, hein. Mais bon, ça, c'est le jeu. Alors, par rapport justement au thème du jour, Donc, l'opposition gabonaise aujourd'hui, qu'est-ce que tu en quant à penses? l'opposition, avec le coup d'État qui est survenu le 30 août 2023, il y a eu une déflagration. Et Excuse-moi, s'il te plaît, j'ai oublié, je suis désolé, je t'interromps, j'ai oublié, il faut que je te pose forcément la question. Qu'est-ce que tu penses justement du positionnement politique de Mike Joktan, directeur de campagne d'Ondosa, au lendemain du coup d'État, lorsqu'il demande que le processus électoral reprenne et que la vérité des urnes soit dite. Et donc, que les militaires ne s'installent pas au pouvoir, avec notamment Oligui Nguema à leur tête. Qu'est-ce que tu penses de ce positionnement de Mike Joktan à ce moment-là, avant justement qu'il n'aille au IEM et qu'il se fasse arrêter? je ne vais pas me faire beaucoup d'amis ce soir, mais je prends mon risque. Je ne suis absolument pas de ton avis. Je ne vais pas être l'audateur de Mike Joktan. Mike Joktan était également un peu dans l'équipe qui était autour de Bob en 2009. Très longtemps, moi j'ai eu du mal à le cerner. Certaines langues disaient qu'il avait son tropisme pour les États de lui un certain... Attends, SW, excuse-moi, ton micro était coupé, on t'a pas entendu. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, je disais, je ne vais pas me faire d'amis ce soir, mais pour moi, Mike Joktan n'est pas aussi à applaudir que tu ne l'as fait pendant ton propos liminaire. Et il a fait partie de l'équipe qui était autour d'André Bobam, en tout cas en 2009. Moi, j'ai toujours eu du mal à le cerner. Son tropisme pour les États-Unis, certains disaient même que c'était un agent de renseignement pour les Américains, etc. Mais moi, je l'ai toujours vu un peu comme un opportuniste. Si il a eu cette position lorsque le coup d'État survient, faudrait savoir quelles ont été les raisons qui l'ont mis en route pour la Guinée équatoriale. Et entre parenthèses, tout ce qu'il y a eu, Albert Andossa dans cette histoire vraiment a fait montre d'une pâle figure, pour ne pas dire qu'il a été un piètre personnage. Il les met en mission, il finit par les renier. Mike Joktan a pris son risque. Je ne sais pas ce que Albert Andossa lui a promis. N'oublions pas qu'aujourd'hui, Albert Andossa se veut un peu comme la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf, en oubliant que si il a pu être en position de gagner l'élection 2023, c'est parce que justement, il y a eu alternance 2023, que énormément de gens se sont désistés en sa faveur, et il oublie en fait tout ça, et il se dit que ça n'a été que son mérite à lui qui l'a conduit dans cette position. Bref, donc Mike Joktan prend son risque, prend son parti, va en Guinée équatoriale, finit par être lâché en plein vol. Ensuite, le même qui a eu cette position assez courageuse a fini par rejoindre de manière un peu piteuse le régime actuel. Donc, pour moi, en fait, ça n'a été montre que d'un espèce d'opportunisme dont on a l'habitude en politique gabonaise, où les gens posent des actes, mais très souvent sans avoir réellement cette conviction chevillée au corps, mais juste par sens des opportunités et pour servir leurs intérêts tout simplement. Ah ouais. Ah, toi, tu es violent, hein, SW. Tu es violent. Mais ça Alors, s'entend, on est d'accord. bah écoute, moi, je t'écoute, hein. Je trouve juste que tu es violent, mais... Mais rassure-moi, ce que je dis n'est pas totalement tiré par les cheveux ou fruit de mon imagination. Ah non, 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 mais c'est surtout que tu sais que je suis assez proche des Lumières de ce point de vue-là. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Donc, moi, ton analyse, elle est très froide et je la partage totalement. Donc, en l'occurrence, je n'ai même pas le droit de me battre. Je n'ai même pas besoin de me battre pour ça. Ton attitude, ton analyse, je la partage profondément. Profondément. Bon, peut-être je connais pas un peu moins bien Mike Joktan que toi, mais je dis clairement que cette histoire est à n'y rien comprendre. Et à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Alors, justement, aujourd'hui, SW, quel est, selon toi, aujourd'hui, le visage de l'opposition gabonaise? Que peux-tu dire de l'opposition gabonaise aujourd'hui? Pour le moment, bien malin, celui qui pourrait
dire dans quelle direction les choses vont aller, quelles sont les principales figures qui vont émerger. La veille, au lendemain du coup d'État du 30 août, il y a eu en fait une déflagration. Quand on voit les différents groupes qu'il y a pu y avoir, les différentes forces qu'il y avait en présence, il y a une reconfiguration qui est en train de se faire là sous nos yeux. Et plus le mandat du général Oligui va aller à son terme, moins il va y avoir de consensus. Et attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de gens qui finissent par descendre du train progressivement, que ça évolue, parce que de toute façon, on va rentrer dans le dur, il va y avoir pas mal de crises sociales, énormément d'argent ont été dépensés pendant la transition, énormément de décisions stratégiques ont été prises qui, à mon sens, ne sont pas les bonnes, et donc ça va faire énormément de mécontents. Pour le moment, on a réussi à faire en sorte que ce patchwork fonctionne parce que on a été très large. On est revenu en fait à l'époque de Bongo Omar où on a voulu donner à manger à tout le monde, mais là les ressources vont manquer. Il va falloir faire des choix et forcément, si tu ne réussis pas à entretenir certaines amitiés, certaines loyautés, ça finit par se déliter et donc ça va être le cas. Pour le moment, celui qui est quand même en pole position pour avoir un rôle assez important, c'est Alain-Claude Bébinze. Il a pris son risque, il a fait ses classes. S'il y a un homme politique dont beaucoup se gaussent parce qu'il n'a pas de parcours académique, mais qui a par contre méthodiquement fait toutes ses classes, fait en sorte de gagner en expérience, gagner en expertise et surtout a su proposer, enfin, même si pour le moment c'est encore un peu embryonnaire, mais a compris qu'il était aujourd'hui important de proposer une offre politique qui soit rajeunie au maximum, que ce soit dans les pratiques ou dans son contenu. Pour le reste, il faudra voir avec l'émergence de figures qu'on ne voit pour le moment, on ne voit pas émerger, mais qui vont inexorablement émerger. Il y a beaucoup de jeunes qui ont les dents longues et qui rayent le plancher et qui vont vouloir eux aussi compter dans les années, les mois et les années qui arrivent, parce que de toute façon, la nature a horreur du vide. Et donc, il y a de nouvelles autorités, il y a un nouveau dynamisme, mais en face, une fois que toute cette déflagration sera un peu retombée, qu'il y aura un peu plus de visibilité, forcément, ce sera plus net. On verra exactement quelles seront les forces en présence et surtout quelle est l'énergie et le kérosène qui sont prêts à mettre dans la bataille pour pouvoir justement compter et déraciner le pouvoir. Tu disais tout à l'heure que beaucoup de gens veulent que le général Oligui s'en aille. Moi, je suis désolé, au risque de vous choquer, ce n'est pas mon cas. Pour la simple et bonne raison que en République et surtout en démocratie, on a besoin de stabilité. Qu'il ait fait un coup d'État, on le déplore. Il y a eu des élections qui ont été organisées, un processus, il est là pour 7 ans. Donc il n'y a pas à vouloir qu'il s'en aille pendant ce laps de temps. S'il doit se vautrer, qu'il se vautre. Pour le moment, on prend des notes. Malheureusement, c'est pas de notre fait si les Gabonais, même si je partage totalement ton point de vue quand tu dis que cette élection qui a été organisée en 2024, il y a énormément de choses à redire, 2024 ou 2025, 2025, il y a énormément de choses à redire, mais il est élu correctement ou pas correctement, malheureusement, c'est lui le président de la République. On ne va pas toujours avoir, on va pas aller d'instabilité en instabilité. Il est là pour 7 ans, on fera contrat les bouses à la fin du marché. Je ne veux pas que mon pays devienne comme le Burkina Faso ou le Mali, qui sont habitués à des putsch sur putsch. Ensuite, ce sera aux acteurs politiques de pouvoir préparer ces échéances et faire en sorte qu'au maximum, ils puissent gagner à la régulière et ensuite, en espérant que ce régime ne voudra pas finir comme les régimes précédents en organisant des élections qu'ils perdent et qu'ils se maintiennent tout de même. Et c'est pour ça justement que dans cette offre politique qui sera proposée, qu'ils travaillent également ce cas de figure
pour qu'on sorte de ces histoires de je suis le président élu, mais c'est pas moi qui exerce le pouvoir. Donc il va y avoir énormément de chantiers qui vont devoir s'ouvrir. On est au début d'une nouvelle ère, je le pense sincèrement. Pour moi, le plafond de verre a explosé avec la chute de la dynastie Bongo. Énormément de gens sont nés et sont morts sous ce régime, que ce soit le père ou le fils. Et donc, maintenant que ce régime est tombé, dans l'esprit des gens, c'est dorénavant possible. C'est pour ça que je dis le plafond de verre a explosé. Et les autorités actuelles, si elles pensent qu'elles ont totalement une marge de manœuvre très importante et que elles vont jouer limite sur du billard, je crois que ça va être plus compliqué que cela. Le Gabon est rentré, qu'on le veuille ou non, dans une toute nouvelle ère et il va y avoir énormément de changements qui vont être induits par cette nouvelle ère qu'on est en train de vivre. Franchement, je te remercie. Merci. On parle de l'opposition gabonaise, de ce qu'elle vaut, et surtout de ce qu'elle propose. Et peut-elle, en cas de prise de pouvoir, changer le Gabon, si oui, en bien ou en mal? Moi, je pense en mal parce que pour ma part, l'opposition gabonaise, elle craint. Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. On va donner la parole à Madame Afrique qui nous a rejoint.